Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Robin Rivaton est l'invité de ce long format que je suis heureuse de vous proposer cette semaine. Robin Rivaton a été conseiller de dirigeants d'entreprise et de responsables politiques. Il est désormais directeur général de Stonal et sa réflexion sur les grandes transformations fait de lui un interlocuteur précieux en ces temps bousculés pour le secteur de l'immobilier et alors que le nouveau gouvernement de Gabriel Attal ne comporte aucun ministre du logement de plein exercice. Robin Rivaton, bonjour. Bonjour. Je me suis amusée à reprendre la liste des ouvrages que vous avez commis depuis plusieurs années déjà. Je les cite peut-être dans le désordre, je vous prie donc de me pardonner. Aux actes dirigeants, la France est prête, nous avons déjà changé. Quand l'État tue la nation, l'immobilier demain, guérir pauvre, qui va payer la crise, la real estate de la disruption à la maturité, la ville pour tous, souriez, vous êtes tous filmés. Personnellement, ce qui me séduit quand on regarde le discours porté par vos livres, c'est que l'immobilier fait partie du sujet pour vous, mais au fond n'est pas le seul sujet qui vous anime. Est-ce que j'ai raison de parler ainsi ? Oui, vous avez entièrement raison. Je suis arrivé sur l'immobilier sur le tard, on va Oui. dire. Oh, vous êtes jeune quand même. Non, mais ce n'était pas mon sujet de prédilection initiale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes transformations, les grandes mutations. Donc, il y a un fil directeur autour de la technologie qui est assez clair et prégnant dans cette production-là. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de transformation. Comment nos sociétés peuvent évoluer dans leur rapport, vous l'avez cité, à la surveillance, dans leur rapport à la ville, à l'urbanisme, à l'immobilier, la façon dont la société avait pu évoluer. Le premier livre, effectivement, qui s'appelait La France est prête, Nous avons déjà changé. C'est un livre que j'avais écrit en 2013 et qui se terminait en disant qu'un président réformiste pouvait être élu. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment ce fil directeur, en tout cas, qui anime cette production d'ouvrages et qui, j'espère, continue aussi, puisque j'ai la chance de tenir la chronique tech de l'Express depuis maintenant ça va rentrer dans la 5e année, donc il y en a un bon paquet. En hebdo, ça fait un bon paquet de chroniques. Et c'est pareil, cette recherche de comprendre un peu les grandes transformations ou mutations de nos sociétés. Et alors justement, pour pouvoir comprendre les grandes mutations, eh bien, il faut peut-être être soi-même extrêmement curieux. Et d'ailleurs, je dis peut-être, mais en fait... Pas du tout, il faut être curieux. En 2022, Décideur Magazine titrait Robin Rivaton le touche à tout, puis sous-titré essayiste, économiste, investisseur, écrivain. Aucune dénomination ne lui convient parfaitement. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous définissez ? Alors moi, je me définis aujourd'hui principalement comme entrepreneur, puisque j'ai une société qui s'appelle Stonal, qui est une société de logiciels pour les grands propriétaires et gestionnaires d'actifs immobiliers, pour lesquels on fournit une plateforme de gestion de la donnée. Chez cette société, une société de 150 personnes maintenant, et donc c'est une société qui est en très très forte croissance. Elle a été créée par Michel Tolila en 2017, et donc ça occupe une très très large partie de mes journées et de mes soirées. Mais est-ce que être touche à tout, au fond, pour vous, c'est une qualité ou un défaut dans le monde actuel ? Alors il y a une blague célèbre chez les consultants qui est de dire touche à tout, bon à rien. Oui. Je ne la reprendrai pas à mon compte, évidemment. Non, moi, vous l'avez dit, le mot-clé, c'est le mot de curiosité. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Et si je ne me concentrais ou si je ne regarde qu'un seul sujet, j'ai un peu l'impression de passer à côté des autres. Après, je pense que c'est des questions de tempérament et autres. En tout cas, me concernant, ne m'intéresser qu'à un seul et unique sujet me donne cette impression de rater d'autres choses. Donc, j'ai cette envie d'explorer d'autres sujets, de lire beaucoup, de consommer beaucoup d'informations, de données sur des sujets qui n'ont rien à voir. Je consacre ma prochaine chronique dans l'Express sur les thérapies géniques qui commencent à devenir autorisées et mises sur le marché là, depuis maintenant quelques semaines aux États-Unis. Voilà, c'est des sujets qui ne sont pas du tout dans le cœur de mon activité professionnelle et qui en même temps, je trouve absolument passionnants parce qu'ils auront des impacts très forts sur nos vies.
et des sujets qui nous nourrissent. Et d'ailleurs, nos ancêtres, je pense particulièrement au XVIIIe siècle, qui était également une période d'extrême transformation, avaient mis sur le devant de la scène justement des personnalités qui étaient capables d'adresser plusieurs sujets extrêmement divers en même temps. Exactement. Et je pense que c'est en fait la façon dont j'apprends. Moi, ça c'est peut-être un peu senti, mais j'apprécie beaucoup les sciences dures, donc Oui. vraiment la science. Et aujourd'hui, les gens qui ne sont spécialistes que d'une discipline, malheureusement, ils peuvent pas trouver grand-chose, tout simplement parce que ça fait 3 siècles ou 4 siècles que la science d'abord occidentale et puis mondiale a creusé chacun de ces sujets, que ce soit en chimie, que ce soit en physique et autres. Et donc aujourd'hui, la création ou la découverte se passe par le croisement de 2 disciplines. Et les plus grands scientifiques aujourd'hui, c'est des gens qui savent faire de la médecine et de la biologie. C'est des gens qui savent faire de l'électronique et de l'acoustique. Et c'est en croisant ces choses-là qu'on est capable de faire des grandes inventions, des grandes découvertes. Et donc, je pense vraiment que le syncrétisme entre des expertises est vraiment ce qui permet aujourd'hui de faire avancer les sociétés. Mais aujourd'hui, on a également un grand besoin de communication. Je parlais il y a un instant de vos livres. Êtes-vous en ce moment concentré sur l'écriture d'un nouvel ouvrage ? Malheureusement non. Alors j'ai le bonheur d'avoir 2 petites filles de 3 ans et demi et de 6 mois, donc qui sont ça n'aide pas l'écriture. Ça n'aide pas beaucoup à l'écriture, mais au-delà de ça, je me pose même des questions sur le format du livre. C'est-à-dire que c'est un format qui est extrêmement long à produire. Il faut après chacun peut jauger, mais bon, grosso modo, moi, c'est un format qui me prend une année avec beaucoup de travail à produire. Pas une année à temps plein, mais une année avec en y consacrant quand même plusieurs heures par jour, on va dire. Vous voulez sans doute parler de beaucoup de soirées, en fait. Ouais, alors plutôt des matinées, parce que c'est dur, vrai. en fait, quand vous travaillez la journée, c'est très dur de revenir le soir. Vous avez le cerveau qui est un peu encombré. Et en fait, l'exercice, beaucoup de très grands auteurs, dans la catégorie dans laquelle je n'aurais pas la prétention de mettre, mais des gens qui écrivent tout le temps, ils écrivent le matin. Parce qu'en fait, le matin, votre cerveau est un peu défragmenté, donc c'est plus simple d'écrire. Mais donc voilà, plutôt des matinées. Mais le format en lui-même donc, est très long à produire. Et pourtant, il est de moins en moins consommé au global. Et moi-même, je me considère plutôt comme quelqu'un qui suit l'actualité, qui essaie de consommer beaucoup d'informations et autres, j'ai de moins en moins la capacité à me concentrer sur un livre plein et entier, privilégiant à cela des choses plus courtes, des articles scientifiques, des notes de recherche, de l'information. Et donc, je me dis que si j'en suis là, beaucoup de gens y sont aussi. Et donc, c'est peut-être le format qui est à revoir, à réinterroger. Les ventes aussi ont baissé très très fortement. Donc, quand vous faites le ratio entre le temps que ça vous a pris et les ventes qui ont été générées, bon, après le livre est un objet promotionnel, donc ça vous permet d'en parler sur d'autres médias, sur d'autres formats. Mais donc voilà, moi je m'interroge sur la question du livre. J'ai la chance de produire cette chronique pour l'Express. J'ai la chance d'avoir une newsletter très lue aussi, et qui sont des formats quelque part plus pas plus intéressants, mais sur lesquels vous avez directement un retour de vos lecteurs. Le livre, vous allez produire un objet, il va partir dans un circuit de distribution, vous ne savez pas qui le lit, comment on le consomme. La newsletter, c'est un outil formidable, vous savez qui l'ouvre, à quelle heure, quand, comment. C'est terrible. C'est terrible. Parce que ça vous permet vraiment de ciseler le discours pour votre audience. Donc c'est très important d'avoir ce feedback, ce retour, et on ne l'a pas dans le livre. Donc c'est assez terrible. Alors, ceci dit, pour la newsletter en particulier, finalement, et vous l'avez dit, la part du secret est réduite à néant. On n'a pas un lecteur absolument passionné dans un coin du monde. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à ne pas connaître ce lecteur, en fait, parce qu'un jour, peut-être, on le découvre, mais autrement. Dans la newsletter, eh bien, on a tellement de trackers, etc. On sait tout de nos lecteurs. Ça, c'est peut-être un peu dommage. C'est vrai, tout à fait. Après, le lecteur qui souhaite rester en anonyme, il met une adresse anonyme quelconque, et il restera dans l'anonymat. Donc, mais effectivement, la newsletter est un outil. Mais en cela, je trouve puissant quand même pour avoir testé beaucoup de contenus et de formes. C'est un outil qui a la capacité à connecter en direct ou pas en direct, mais en quasi simultané avec votre audience ou votre communauté, comme on appelle ça parfois un peu pompeusement aujourd'hui, et quelque chose quand même de puissant, parce que ça vous permet vraiment d'orienter les choses pour faire aussi
pour voir comment elles sont ressenties par cette audience. Au-delà du format, quel est le sujet qui, selon vous, ou les sujets qui, selon vous, devraient être portés cette année, puisque nous sommes en début d'année? Alors ça, c'est une question large, parce que Oui, très porter à large. quel niveau? Au niveau de la France, au niveau mondial? Bon, si on reste au niveau français, je pense que le sujet du logement est un sujet prioritaire. On aura l'occasion, je pense, Mhm. d'y revenir, mais c'est un sujet qui, pour moi, est tout à fait central et devrait être porté cette année-là. Je pense que le sujet de l'éducation est un sujet, là aussi, sur lequel on a besoin d'avoir des réponses rapides et fortes. Je pense que le débat sur l'énergie n'est pas un débat encore clos. Oui. On l'a vu avec les annonces, pas plus tard qu'il y a quelques Oui. jours, d'augmentation du nombre de réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui doivent être ajoutés au programme de développement. Voilà, et puis après, la question, qui est une question, mais je ne sais pas si c'est un sujet qui doit être porté, c'est un sujet qui doit être regardé plus que porté, parce que je me méfie de la régulation en cette matière, c'est le sujet des progrès technologiques autour de l'intelligence artificielle. Sujet qu'on manipule beaucoup chez Stonal et donc on suit avec beaucoup d'intérêt. Et on voit des progrès spectaculaires. Jusqu'où peuvent-ils nous mener? La question reste entière, hein. Mais c'est un sujet, en tout cas, dont les gouvernants, à mon avis, ne doivent pas intervenir dedans. Donc je suis assez critique sur la régulation européenne qui a été produite en la matière, mais doivent au moins s'intéresser à là où elle peut nous amener. Vous avez évoqué le logement il y a quelques secondes. On va parler immobilier puisque nous sommes sur les ondes de l'IMO. Si je vous dis immobilier, logement et construction, quels mots vous me proposez en miroir en ce début d'année 2024? Il y a deux façons. Soit on voit le verre à moitié vide et on va dire déprime. Soit on voit le verre à moitié plein et on se dit bout du tunnel. Alors, oui. puisque voilà, on voit bien que après une année 2023 qui a été une année difficile, même si difficile, mais résiliente quand même. J'invite toujours tout le monde à regarder, que ce soit le niveau des transactions, le niveau des prix, la demande qui reste malgré tout forte, même si beaucoup de gens ont tout d'un coup été exclus de l'accès au crédit. Donc malgré tout, une certaine résilience. Et de l'autre côté, on voit bien cette lueur d'espoir en se disant qu'on arrive au bout du tunnel avec cette possible baisse des taux, même si je pense qu'on avec une maîtrise possible de l'inflation également, donc les deux conjugués devraient même si je pense qu'on la fantasme un petit peu. Oui, comment? Je pense qu'on la fantasme un petit peu, c'est-à-dire qu'elle est devenue un peu la bouée de sauvetage de tout le monde, et personnellement j'ai du mal à croire aux anticipations, aux prévisions des marchés qui anticipent une baisse de taux dès le premier trimestre pour la BCE et la Fed, et jusqu'à 4 ou 5 baisses de taux sur l'année. C'est des choses qui me semblent aujourd'hui totalement inatteignables, en tout cas très risquées si elles devaient être mises en œuvre, puisque il faut d'abord être sûr que l'inflation soit stabilisée avant de se lancer dans une baisse des taux. Que pensez-vous de cette situation dans laquelle notre pays se trouve? Une crise du logement que nous avons vu venir de très 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 loin et qui va encore s'amplifier de façon certaine. Oui, alors c'est assez terrible. Moi, j'avais commis une note dans le cadre de que je voulais mettre dans le cadre de la présidentielle 2022, donc il y a 2 ans, tout pile, qui s'appelait le logement bombe sociale à venir. Oui, qui a été fortement reprise. Voilà. Alors, comment dire, à mon corps défendant, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas reprise, mais qui a été reprise et qui pointait un peu du doigt ces problèmes à la fois conjoncturels liés au taux. Bon, ça, à la rigueur, c'est les plus évidents, mais aussi les problèmes structurels qu'il y a derrière le secteur du logement. Et je pense que la situation est un peu... il y a un côté de... dommage presque. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des problèmes, des besoins, on ne les traite pas réellement. Et au final, les exercices pour les traiter ont été assez décevants. Je pense notamment au Conseil national de la refondation dédié au logement,
qui n'a pas du tout porté les fruits qu'il aurait pu porter. Donc, il y a un côté de se dire que on a un petit sentiment de gâchis quelque part. On peut peut-être aussi parler de méthode. Les fédérations de professionnels formulent régulièrement des propositions de réforme pour le logement qu'elles adressent au gouvernement en vue de sortir de la crise, qu'elle soit immobilière ou celle du logement. Et visiblement, ou en tout cas, on a l'impression que le gouvernement ne souhaite pas écouter ou ne peut pas se donner les moyens d'écouter. Quelle serait donc pour vous la méthode à choisir pour réinstaurer un dialogue productif entre le gouvernement et puis les professionnels de l'immobilier pris au sens large ? Alors, je pense que les responsabilités peuvent être partagées, puisque dans un premier temps, les fédérations ont fait des propositions, notamment dans le cadre du CNR, qui étaient des propositions qui faisaient peser des coûts supplémentaires sur les finances publiques. Et ça, moi, j'en avais averti un certain nombre en disant aujourd'hui, la trajectoire des finances publiques françaises ne permet pas d'imaginer un soutien de ce type-là. Et puis, je pense que il faut, parce que tout le monde répète que personne ne comprend la position du gouvernement. Quand on ne comprend pas la position de quelqu'un face à soi, c'est-à-dire qu'il faut essayer quand même de se mettre à faire preuve d'empathie, essayer de se mettre pourquoi ils réagissent comme ça. Je pense que les déterminants sont de deux ordres. Dans un premier temps, il y a tout un courant écologique qui était de dire que, au sein de la technostructure, qui était de dire que le logement et l'immobilier en général n'avaient pas assez contribué à la transition environnementale et qu'ils devaient contribuer fortement. Donc c'est comme ça que s'explique une partie des règles ZAN, DPE, RE 2020 et autres. Et de l'autre côté, vous avez un mouvement qui est un mouvement profond. Je pense qu'encore une fois, il faut comprendre la culture des interlocuteurs. La culture s'impose très largement à la stratégie. Et donc, le point de cette technostructure, c'est de dire que les prix de l'immobilier ont augmenté beaucoup trop vite dans notre pays et que les aides diverses et variées, les subventions, ont participé à cette inflation des prix. Et donc, il fallait plutôt assurer une baisse des prix et assurer un débranchement des dispositifs. Le problème, et ça c'est ma vision, c'est que assurer une baisse des prix par un effondrement de la demande est beaucoup moins bon que d'assurer une baisse des prix par une production de logement ou une réhabilitation de logement à des proportions qui tout d'un coup font que ces besoins s'ajustent à la demande et donc que les prix s'assagissent, voire même puissent légèrement baisser. Donc c'est deux écoles, je dirais, mais le rationnel, ou en tout cas le sous-jacent de cette position du gouvernement doit se comprendre à travers cette grille de lecture. Et je pense que les fédérations professionnelles ne l'ont pas lu comme ça, ils se sont dit c'est bizarre, ils comprennent pas. Oui, ils comprennent, mais ils ont derrière de la culture. Oui, il faut peut-être aussi parfois se dire revoyons notre méthode, revoyons notre discours, essayons de mieux comprendre pour enfin arriver à un consensus en fait. Justement, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé, Gabriel Attal. Au vu des échecs du CNR, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de Gabriel Attal pour le logement ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution ? C'est une question difficile. Non, moi je le connais pas personnellement, je l'ai rencontré quelques fois, mais je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas l'impression que le sujet du logement soit le sujet prioritaire qu'il maîtrise ou sur lequel il soit exprimé publiquement. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout capable d'en saisir l'ampleur et de prendre des mesures qui peuvent aller dans ce sens. Mais encore une fois, par exemple, Jean Castex était très concerné par les sujets du logement. C'est lui qui a lancé la commission Rebsamen, où j'avais eu le plaisir de siéger. On avait fait des propositions très fortes. C'était un élu vraiment de terrain, donc il maîtrisait ces enjeux-là. Et au final, malgré la volonté politique de Matignon, on ne peut pas dire que le sujet se soit retranscrit dans une loi très ambitieuse. Donc, malheureusement, je crains que la désaffection ou l'absence de transformation de ce secteur-là dépasse le cadre simplement de la nomination de quiconque, même d'un Premier ministre. Et admettons que les sujets à traiter sont extrêmement nombreux aussi pour la France. Et comme vous l'avez dit,
espérons déjà qu'il puisse continuer les choses qu'il a initiées au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, et que la liste est longue de sujets à traiter. Le logement est un sujet sans aucun doute très important tout en haut de la liste, mais parmi d'autres. Une dernière question. L'UNPI, accompagné de Fiducial, ont donné une conférence de presse le 9 janvier, conférence de presse au cours de laquelle le président de l'UNPI a formulé des vœux en vue d'une réforme de la fiscalité immobilière. Une réforme de la fiscalité immobilière est-elle nécessaire selon vous en France ? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. On a souvent parlé d'une France de propriétaires, de Français qui sont extrêmement attachés à la propriété. Au vu de la réglementation sur la rénovation énergétique qui s'impose et qui, malgré son bien fondé, resserre un peu plus chaque année son étau, est-ce que vous pensez qu'une France de propriétaires soit encore possible à l'aune des 10 ans à venir si une réforme de la fiscalité immobilière n'était pas menée ? Alors, le mythe de la France de propriétaires, c'est largement effrité ces dernières années. Oui. Juste pour donner un chiffre, on est à 56,4% de ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. C'est exactement le même chiffre qu'en 2006. Oui. Donc, on est en 2024. Donc, on va avoir, fin 2023, si on préfère, on va avoir connu 17 années avec, dans l'intervalle, les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne, puisqu'ils sont descendus à 1% pour les taux d'intérêt commerciaux. Et on n'a pas fait bouger d'un dixième de point l'aiguille du nombre de propriétaires, de ménages propriétaires de résidence principale. Ça devrait quand même nous interroger. Pendant ce temps-là, beaucoup d'autres pays dans le monde ont vu leur taux de propriétaires augmenter. Je donne l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez 64% de ménages propriétaires de résidence principale. Alors on peut se dire 56, 64, c'est pas très loin. Je peux vous assurer que les 8 points d'écart, c'est pour aller les chercher, c'est très très drastique. Et la paupérisation de la France en sous-jacent, en fait. Totalement. Si ces ménages ne peuvent accéder à la résidence principale, ça a des conséquences très long terme. Je pense notamment à la retraite. C'est-à-dire que c'est des ménages qui vont arriver à l'âge de la retraite sans être propriétaires. Donc, ils vont avoir une baisse de leurs revenus, entre l'écart entre leur salaire, leur dernier salaire et le revenu de remplacement, la retraite, la pension de retraite. Et ils vont devoir supporter au passage de continuer de payer des loyers. Donc, on voit bien que ça a des conséquences qui sont des conséquences fortes. Et donc, aujourd'hui, le mythe de la France de propriétaire s'est largement effrité. Moi, je partage l'envie d'une réforme fiscale d'importance sur le sujet du logement. J'en avais fait la proposition dans La Ville pour tous il y a maintenant près de 4 ans et demi, 5 ans. Le point quand même qui reste crucial sur ce sujet-là, c'est que ça ne peut pas être une réforme de la fiscalité pour faire payer que les propriétaires. Si c'est ça, si c'est juste en fait de dire grosso modo la taxe foncière va devenir le super impôt pour que tout le monde paye, ça risque de créer des difficultés. Si on veut, donc c'est pas seulement de réviser les bases fiscales en 2026, comme c'est les valeurs locatives de la taxe foncière comme c'est prévu en 2026, et d'augmenter la taxe foncière de 2x ou 3 fois pour les propriétaires. Je pense qu'il faut être plus ambitieux. Une refonte réellement globale. En fait. Il faut une refonte, il faut se poser la question de la dissociation du foncier et du bâti. C'est une idée sur laquelle on est plusieurs, où il y a plusieurs auteurs qui sont revenus là-dessus. C'est un chantier qui est immense. Je doute qu'aujourd'hui, n'importe qui ait la légitimité politique pour l'entamer, puisque c'est un chantier qui, comme beaucoup de réformes fiscales, va faire 50% de gagnants, 50% de perdants, et donc qui est assez dur à mener dans l'opinion publique et évidemment auprès des chambres, et notamment du Sénat. Vaste débat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Je vous remercie d'être venu au micro. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.